up, folks? Un Frank Solo pour le 100e épisode de Ça se passe. Donc, prenez-vous un petit thé vert ou peut-être un petit cortado lait d'avoine, mais pas l'avoine silk, parce que comme moi j'ai vécu cette semaine, j'ai cru comprendre qu'il y avait des rappels de Santé Canada sur certains produits. Non, je vous dis de vous prendre un petit breuvage parce que je vais prendre mon temps. Fait qu'à tous ceux qui m'ont dit « Frank, c'est vraiment bon, ça se passe, mais tu sais, si tu pouvais faire ça un peu plus snappy, plus court, moins long les épisodes, sachez que je vous entends. Sachez que j'ai pris votre feedback, mais que je ne l'implémenterai pas. Du moins, pas pour celui-là. Alright, fait que pour ceux que c'est la première fois qu'ils écoutent Ça se passe, peut-être que le 100e, ça va fait du bruit, ou les 3 chiffres, ça va avoir fait que vous avez le goût d'écouter le pod parce qu'à partir de 100 épisodes, c'est sérieux, je sais pas. Je vais faire un petit genre « Who the fuck is François » puis « What the fuck is Ça se passe ». Fait que pour ceux qui me connaissent pas, François Lantier-Nadeau, je suis le ex-CEO chez Snipcart. Snipcart, c'était un panier d'achat pour programmeurs. C'est un SaaS startup qu'on a bootstrappé à Québec, puis qu'on a vendu à Duda, D-U-D-A. C'est un CMS pour agence, grosso modo. C'est un achat stratégique. Ils voulaient notre team, ils voulaient notre tech, puis on avait aussi au-dessus d'1 million de revenus annuels récurrents US qui aidaient à adoucir l'acquisition. Fait qu'on a vendu ça en 2021. Puis moi, avant ça, ma carrière, c'était mostly chez Snipcart, en marketing, en produits, puis en gestion. Fait que c'est un peu le background que moi j'ai. Toutes ces histoires-là sont racontées d'une manière ou d'une autre sur mon blog perso, flantinado.com, si ça vous intéresse. Maintenant, what the fuck est-ce que ça se passe? Ça se passe, c'est ce qui s'est passé après mon exit. Fait que moi, j'ai raconté cette histoire-là de la vente de Snipcart à qui voulait l'entendre. J'ai été sur des podcasts, j'ai blogué là-dessus, j'en ai parlé dans les repas, puis ensuite, ce que ça a fait, c'est que ça a créé un inbound carrément de fondateurs du Québec qui voulaient m'en parler pour une raison ou une autre. Puis à travers ces discussions-là, puis comme ce bump de réseau-là, j'ai comme flashé qu'il y avait une quantité de SaaS beaucoup plus grande que ce que je pensais au Québec. Puis aussi qu'il y avait des histoires puis du potentiel qui valait la peine d'être raconté puis d'être mis sous lumière. Fait que j'avais comme un moton, un coussin financier avec la vente de Snipcart, puis je me suis dit, OK, je pense que c'est le temps de faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire un podcast. Mais j'avais jamais eu le temps de faire ça chez Snipcart. Fait qu'au début, c'était comme passion project. Je pensais que ça serait juste ça, un hobby quasiment. Puis rapidement, j'ai comme pris goût. Il y a eu un certain engouement qui s'est construit. Puis j'ai réalisé que ça pouvait être tourné dans une compagnie indépendante puis profitable. Fait que c'est ça que c'est. Aujourd'hui, ça se passe, right? On a le podcast hebdo, les événements presque mensuels, où est-ce qu'on enregistre un podcast live devant audience. On a des retraites privées pour fondateurs SaaS. On a une plateforme web qui répertorie les SaaS du Québec puis qui liste des partners de choix certifiés par notre team pour les SaaS. Puis un job board aussi. Fait que grosso modo, c'est ça se passe. Notre mission, c'est vraiment d'élever les SaaS du Québec à un autre niveau, leur donner plus de visibilité, plus de chances d'avoir du financement, plus de chances d'embaucher du monde de talent. Puis, à un niveau aussi un petit peu plus macro, la mission, c'est aussi d'amener plus de monde, de professionnels de qualité dans notre industrie, parce que ces belles compagnies de tech-là, ils se construisent pas juste avec des founders, avec des belles idées, puis des beaux pitch decks, ils se construisent avec des employés de feu qui veulent faire carrière là-dedans. Fait que c'est pas mal ça, la mission de Ça se passe, créer genre la plateforme de contenu puis la communauté que j'aurais voulu avoir en français pendant que je grandissais dans ma propre carrière SaaS. All right. Fait que pour tous ceux qui le connaissaient déjà, ils sont comme « All right, get to the point ». Je me suis dit qu'on avait commencé ce 100e épisode-là avec un petit overview de certaines métriques clés de Ça se passe. Donc, sans plus tarder, j'y vais. Jusqu'à présent, Ça se passe, ça fait 18 mois pour contexte, au moment où j'enregistre ça. J'enregistre ça fin-ish juillet, puis ça devrait sortir le 22 août. En ce moment, on a généré 40 000 écoutes et vues du podcast. En termes de portée sur les médias sociaux, l'infolette, le site web, on a dépassé le 300 000. Juste les visites sur le site, on est autour de 20 000. Les abonnés à travers les différentes plateformes, on est autour de 3 000. Plus de 3 000. Puis là, je vais vous faire une espèce de suite de chiffres en ordre décroissant qui va du plus gros au plus petit. Fait que
il y a à peu près 300 SaaS qui sont listés. La dernière fois que j'avais checké, c'était genre 294. Fait que 300 SaaS listés sur le répertoire. Ça, c'est saspace.com direct. Il y a 100 épisodes du pod. Il y a eu à peu près, j'ai checké mon calendrier, j'ai fait une couple d'estimations puis de règles de... Pas des règles de 3, là, mais genre des maths de napkin. Là, fait que prenez ça avec un grain de sel. Mais à peu près 100 repas ou appels avec des founders. Au moins, en fait, sur ces 18 mois-là. Fait que ça fait partie de la mission, right? Genre, connecter avec des founders existants, pogner des updates, essayer de les aider, de les plugger avec du monde ou des tools intéressants, mais aussi rencontrer des nouveaux founders. Les amener dans la communauté, leur shooter du contenu qui peut être utile ou leur suggérer des relations ou des services qui peuvent être utiles. Fait que c'est une grosse partie de ma job. C'est énergivore un peu, mais comme j'aime vraiment ça, parce que c'est vraiment du monde avec qui j'aime chiller, c'est du monde avec qui j'aime converser. Fait que ça file pas nécessairement comme une job. Sinon, live sur le job board, on a une trentaine de postes d'affichés. Ça se passe.com/emploi avec un S. Puis en tout, on en avait eu le double d'affichés, je pense, total. Là. J'ai plus le chiffre exact. Sinon, on a fait 10 events. En fait, quand ça va sortir, une semaine et demie plus tard, on va en avoir fait 10. 10 événements live qui ont presque tous été sold out. Il y a eu 5 contractants différents qui nous ont aidés à construire Ça se passe d'une manière ou d'une autre. Shout out à François Douville, Studio Apollo 13, qui ont fait notre MVP puis notre plateforme en no-code. C'est malade. Il y a eu Olivier Côté-Métaux au niveau de la captation puis de l'édition audio. Émile David, même chose, mais pour vidéo. Il y a eu Vincent Pelletier qui a fait du design. Et puis Sébastien Laliberté qui a fait du vidéo. Si j'oublie un contractant, s'il vous plaît, excusez-moi, puis je l'ajouterai dans les show notes ou whatever. Sinon, pour l'année 2024, on avait 4 partenaires certifiés. Le chiffre, Leviat, Baseline, puis Coveo. Je pourrais en parler plus tard un peu. Puis finalement, on a organisé une retraite privée pour fondateurs. Ça se passe en avril, qui est super bien été. Il y en a une autre qui s'en vient au mois d'octobre. Et puis, on a une employée full-time, full patch, ça se passe. Fait que ça, c'est un gros milestone pour moi. Je suis assez fier. Joëlle Arsenault, vous pouvez aller la check out sur LinkedIn. Là, vous allez la voir passer de plus en plus. Elle est cachée en ce moment à peu près là. Mais vous pouvez pas voir parce qu'elle n'est pas dans la caméra. All right. Fait que ça, c'est un peu le gros overview. Je vais en profiter pour faire un récapitulatif de certains apprentissages, certains doutes, certains trucs un peu plus personnels aussi. Fait qu'on retrace le passé, mettons. Puis après ça, je vais pouvoir ouvrir sur le futur. OK. Fait que j'ai pris la peine de travailler avec Marc Zalzal, qui est un dude qui travaillait avec moi là, chez Snipcart puis Douda, une des meilleures embauches que j'ai jamais faites, un gars de BI puis de data analysis, vraiment une machine. Puis on a instrumenté un petit peu mieux l'analytics chez Ça se passe. Je m'explique, on a demandé accès, puis on s'est connecté au LinkedIn API, on s'est connecté au Meta API, on a fait une espèce de routine d'export aussi pour la data qui vit sur Spotify for Podcasters. On s'est connecté à YouTube Studio, MailChimp. MailChimp, on le fait à Mitten aussi, je pense. Puis finalement à Google Analytics. Fait qu'on est allé chercher une couple de sources de data intéressantes puis importantes pour nous et nos partners. Puis on a tout plugué ça. Puis quand je dis on, c'est Marc, là, juste pour être clear. On a plugué ça dans Looker, qui était l'ancien Data Studio, je pense. Fait que ça nous donne une meilleure visibilité sur un paquet de trucs. Puis on a creusé, on a sélectionné, mettons, une couple de chiffres qui faisaient du sens, puis que je trouvais juste intéressant à partager. Fait que j'y vais avec ça. Pour les premiers épisodes de Ça se passe, on était roughly en bas de 200 écoutes. C'est normal, ça commence, etc. Ça, c'est dans les premières semaines. Mettons, fast forward à aujourd'hui, on a fait x6. Fait que nos tops sont au-dessus de 1200 à peu près. Ce que je voudrais dire par rapport au Listen, il y a plein de monde qui me le demande tout le temps. Puis il y a même des gens qui viennent sur le pod. Le pod sort, est publié. Ça crée un certain effet dans leur réseau ou whatever. Ils ont des DM, des demandes de connexion, des courriels. Puis il y a des invités du pod qui viennent puis me disent « Yo, Frank, j'ai eu plus d'interactions que j'aurais pensé. Il a dû avoir un gros reach. » Puis ils sont tout le temps comme un peu surpris
quand je leur dis justement, t'en as eu, mettons, 800 ou 1000, ça compte, mettons, l'audio puis le vidéo, là, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Fait que la leçon ou le constat, mettons, que moi je fais, c'est que, mettons, la qualité versus la quantité, dans le cas de ça se passe, qui est triple niche, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis c'est cette qualité-là, puis ce niveau d'engagement-là de l'audience qui me rassure ou qui me prouve que j'ai target vraiment un bon market pour le produit puis la business qui est ça se passe carrément. Fait que je suis très content d'entendre ces feedbacks-là, puis vous pouvez continuer à me les donner là, pour tous les invités qui écoutent. Ça m'aide. Écoute, il y a du monde qui sont passés sur le pod, puis après ça, ils ont réussi à faire des embauches vraiment plus facilement, ou des gens qui ont appliqué carrément chez eux. Il y a eu des connexions pour des partnerships. Il y a eu du monde qui se sont trouvés des fournisseurs, clients. Tu sais, je veux dire, pour moi, ça, c'est complètement débile là, de pouvoir avoir cet effet-là avec des conversations qui sont pas juste one-on-one, mais one-to-many. Fait que tu sais, ça continue de grow, slow and steady, puis je suis pas rushé parce que c'est déjà, mettons, une compagnie profitable, ça se passe, puis ça génère des résultats pour nos partners, comme je vais dire un peu plus tard. Fait que j'ai comme l'impression que j'ai la bonne audience, faut juste que je continue de bien la servir puis la grossir tranquillement. C'est un peu là que j'en suis. Côté reach, fait que ça, c'est, mettons, les impressions un petit peu là, à travers tous nos canaux, que ce soit social, infolettre, quoi qu'on a d'autre? Ben, le média, là, fait que l'audio, le vidéo, le website. Côté reach, mettons, dans les premières semaines de ça se passe il y a 18 mois, on était en dessous de 2000 impressions. Puis là, j'utilise l'impression parce que c'est la meilleure métrique pour comme tout rassembler un peu ces canaux-là que j'ai mentionnés. Mais aujourd'hui, on est au-dessus de 13 000 par semaine. Fait qu'encore une fois, c'est un x6 là-dessus. Il y a une belle croissance. Je suis vraiment, vraiment fier. Dans les derniers 28 jours, il y a 4000 personnes qui ont stream à peu près 622 heures de ça se passe. Fait qu'on est presque on peut presque dire, à chaque minute de chaque jour, il y a au moins une personne qui est en train d'écouter du ça se passe. Puis ça sonnait vraiment funky. Fait que je voulais le partager. Je finis avec mes métriques, puis après ça, je rentre dans du plus tactique et ensuite philosophique. Parce que j'ai produit certains graphiques avec l'excellente fonction Insert Chart dans Google Sheet pour tous mes BI out there. J'ai sorti... dans le fond, on s'est plugué, comme je disais, sur le LinkedIn API. C'est vraiment cool parce que tu peux extraire un paquet d'infos à propos des gens qui follow une page, donc notre page dans ce cas-ci. Et puis, fait que j'ai sorti les professions du monde qui follow. On est rendu à genre presque 2500 followers, fait que ça devient un peu plus significatif que quand on l'avait fait à 1000, mettons. Fait que j'ai sorti les professions, les types de rôles, si du monde plus founder ou employé, les pays, les régions au Québec, la taille des compagnies, les top pages. Fait que je passe ça en mitraille parce que moi, je geek out là-dessus, Joe a geek out là-dessus, puis je pense qu'il y a du monde qui ça va juste intéresser de façon générale. OK. Profession. Fait que quel type de discipline ou de département est-ce que les gens qui suivent ça se passe participent à ou font partie de, excusez. Le plus gros, c'est vente et bizdev. Bon, granted, bizdev, c'est comme business development, c'est comme un peu large là, comme catégorie, fait it is what it is. Mais on est à 26% vente et bizdev. Marketing et communication, on est à 12,2%. Dev et R&D, fait que tout ce qui est plus ingénieur, technique, programmeur, etc., programmation, 23,6%. Ensuite, on bouge à produits et opérations. Ça, on est à 13%. Finance, comptabilité, admin, 6,8%. Customer Success Experience Support, 6,8% aussi. Design, 3,9%. Puis après ça, il y a un paquet d'autres professions, mais que j'ai juste jumelé dans autres pour les besoins de ce pod. Si on a le temps puis que je feel fancy, on essaiera de faire un peu de motion par-dessus tout ce que je suis en train de dire pour faire popper les graphes avec un beau branding, ça se passe. Sinon, je vais juste mettre des belles images dans les show notes. Alright, fait que c'est ça pour les professions. C'est vraiment, les deux plus grosses, c'est Dev, R&D, après ça, vente, biz dev, après ça, marketing puis comms. Fait que c'est intéressant. Puis il y a quand même un bon chunk de produits. Alright, fait que là, on bouge à type de rôle. Je l'ai bucketé comme suit. Le premier, fondateur et ou actionnaire qui nous suivent, ça, on est à 10,4%.
Évidemment, de par la nature juste mathématique de construire une compagnie, tu as moins de fondateurs que d'employés, right? Fait que c'est sûr que ça va être une plus petite portion que le reste, mais c'est quand même intéressant de voir le chiffre. All right. Founders actionnaires ont à 10,4%. La suite C et les VP, donc les plus execs, si vous voulez, 7,6%. Ensuite, mettons qu'on descend dans le niveau hiérarchique, là, puis même si le 3/4 d'entre vous dites que vous êtes flat, souvent on a un organigramme. Ensuite, on descend, puis managers et directeurs, 19,1%. Fait qu'à date, là, on a fait 10 plus 7, 17 plus 19, 20, 30... Fuck, faut pas faire de mathématiques live. Mais bon, 30-ish pourcentage qui sont pas des artisans, right? Qui sont pas nécessairement des contributeurs individuels qui vont crafter puis shipper quelque chose concrètement. Ça veut pas dire qu'ils n'ont aucune valeur, c'est juste pour donner le contraste. Là, après, on rentre vraiment dans les employés seniors. On est à 34,8%. Employés juniors, 26,7%. Fait qu'on s'entend, on est dans... Il y a plus... Stagiaires, c'est 1,4%. Fait qu'il y a plus que 50% du monde qui suivent SaaSpace qui sont vraiment des employés, des artisans là, du SaaS dans les catégories que j'ai mentionnées avant. Fait que c'est assez intéressant. Encore une fois, je vais dropper ça dans les show notes. All right. Le fun, c'est les régions au Québec, OK? Fait que quand j'ai commencé, évidemment qu'il y avait une prédominance de la grande région de Québec parce que moi, je viens de là. Puis quand tu commences à builder quoi que ce soit, souvent tu commences à aller chercher du feedback puis des clients dans ton réseau immédiat. Fait qu'au début, c'était beaucoup la grande région de Québec et un peu Montréal. Là, il y a eu un flippening, il y a eu un renversement à ce niveau-là. Où est-ce qu'aujourd'hui, des followers dans l'audience de SaaSpace, on en a 45,7% qui est dans la grande région de Montréal. Fait que c'est la majorité. Ensuite, la grande région de Québec, 35,8%. Puis ensuite, ça descend dramatiquement, là, puis c'est normal avec la taille puis le volume, la densité de population dans les différentes régions. Après, c'est Sherbrooke à 3,1, Toronto 1,6, Trois-Rivières 0,9, puis by the way, Shawinigan, salut Sam, 0,4. By the way, pour le monde de Sherbrooke, en octobre, on a un event qui s'en vient, ça va être fin octobre, 24 octobre, je pense. On va annoncer ça éventuellement bientôt-ish. Fait que c'est ça. J'ai le goût de parler de médias pour continuer versus du code. Quand je construisais puis je commercialisais Snipcart, qui était un SaaS, ce que je faisais, c'est vraiment produire du code puis ensuite pousser du code via le cloud dans différentes géographies, différents marchés, right? Fait que tu pushes tu crées puis tu pushes des pixels puis des 0 puis des 1 du code, right? C'est quand même pas si coûteux que ça à faire, surtout quand tu as des skills de production, mettons, techniques. Évidemment que si tu n'as pas ces skills-là, où tu dois en faire plus, ben là, tu tombes dans les salaires de programmeurs, etc. Puis c'est comme... Ça peut être dispendieux. Mais la commercialisation... Non, pas la commercialisation. La distribution de ces choses-là via le cloud, etc., c'est rarement très coûteux, right? À un scale de fou, quand tu as un succès de fou, évidemment que là, genre, ton infra, ça va te coûter des bidous. Mais de façon générale, c'est facile à distribuer comme produit, mettons. Fait que là, aujourd'hui, c'est comme moins ça que je fais, right? Ce que je fais, c'est du média avec SaaSpace. Donc, pense à du contenu écrit, du contenu en images, en vidéo, en audio, right? Ce média-là, il y a beaucoup de similarités avec le code dans la mesure où c'est relativement peu coûteux à produire. Surtout quand t'en fais sur Internet, via Internet. Évidemment que si tu fais une prod de télé avec un crew de tournage, etc., puis des décors, ben là, ça gonfle. Mais là, on parle pas de ça, right? On parle d'une Internet Media Business. Fait qu'il y a ce low cost-là qui est présent dans le média qui m'intéresse parce que ça peut faire que tu as des bonnes marges. Puis ensuite, la distribution de ce média-là, un petit peu la même chose, honnêtement, qu'avec du code. C'est-à-dire que tu pushes ça sur des engins comme les médias sociaux, des plateformes de streaming comme YouTube, comme Spotify. Cette action-là de distribuer ton produit médiatique coûte pas nécessairement cher. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut juste dire que ça coûte pas nécessairement cher. Par contre, au niveau du média,
tu crées une espèce de, j'ai l'impression, tu crées une espèce de bête qui doit être nourrie, right? Régulièrement. C'est-à-dire que c'est une habitude que tu vas développer, puis même une relation que tu vas développer avec ton audience, que ce soit un magazine ou un pod ou une newsletter, whatever, où est-ce que tu as une fréquence, puis les gens ont une attente par rapport à du nouveau contenu, right? Fait que c'est pas quelque chose que tu peux créer une fois, commercialiser comme il faut une fois, puis qu'après ça fait juste continuer de venir. Ça crée un impératif ou une certaine pression sur tes opérations. C'est-à-dire que tu peux pas du jour au lendemain prendre une pause de 6 mois. Mettons, moi, là, je peux pas arrêter de podcaster juste parce que ça me tente pas pendant un bout, genre, puis les partners vont pas générer autant de leads, l'audience va arrêter de croître, vous comprenez? Fait que il y a comme une certaine pression là. À date, je la gère bien, sûrement parce que j'ai géré quelque chose de similaire quand je faisais le blog avec Snipcart. Mais au niveau du code puis du SaaS, ce que je trouve intéressant, c'est que oui, ça va te prendre un certain temps construire le produit. Ensuite, tu vas devoir figure out comment le commercialiser. Tu fais tu inbound un peu plus organique ou tu fais de la vente un peu plus outbound puis un peu plus coûteuse. Mais une fois que tu as un bon product market fit, c'est-à-dire que tu as une plateforme, une app qui répond bien aux besoins d'un segment de marché, d'une niche, ben c'est assez, je ne vais pas dire set and forget parce que c'est pas le cas, mais tu n'as pas un impératif de mise à jour puis d'investissement qui est nécessairement autant présent que dans le média. C'est-à-dire que, mettons là, que j'ai un bon channel d'acquisition qui est de la pub, si je fais un ROI qui est positif, je mets $1, il me revient $1.50, whatever. Ben, une fois que ça c'est seté, que le monde rentre, s'inscrive à mon SaaS, mettre leur carte de crédit puis paye mensuellement, oui, il va y avoir des séquences de nurture puis tout ça, mais puis il va y avoir du onboarding et tout, mais de façon générale, une fois que la personne est in it puis elle n'a pas churné, t'es pas obligé de faire quoi que ce soit d'autre pour que le revenu continue de rentrer, right? Bon, il y a des nuances, là, c'est-à-dire que software as a service, il y a une des implications qui est on va continuer de t'envoyer du software de moins en moins buggy avec de plus en plus de fonctionnalités, avec une meilleure expérience as a service sur plusieurs années. Fait que je pense qu'un SaaS qui resterait stallé dans son niveau de fonctionnalité puis sa quantité de bugs pendant des années, bien évidemment qu'il verrait du churn. Puis là, ça recréerait cette pression-là à shipper du nouveau code puis des nouveaux pixels. Mais pas autant qu'en média. Fait que c'est cette différence-là que je trouve assez intéressante. J'ai pas encore une conclusion précise par rapport à ça. Ce que je sais, c'est que un peut aider l'autre beaucoup. C'est-à-dire qu'avec le média, tu as cette constance-là, cette habitude-là dont je viens de parler. Mais une fois que tu as une audience, là, parce que souvent le média, c'est ça que ça va te donner, right? Comme asset, c'est que ça crée une audience avec laquelle tu as une relation, puis avec laquelle tu as un lien de confiance établi. Ben, distribuer du code là-dedans, mettons que tu as un SaaS que tu peux vendre à cette audience-là ou n'importe quelle autre forme de produit, ça n'a même pas besoin d'être un SaaS. Mais là, ça devient un gros avantage parce que non seulement tu peux faire du cash avec ton média tout court, comme on fait, mettons, avec Ça se passe, mais tu peux aussi faire du cash avec un upsell ou un autre produit que tu vends à cette audience-là, cette communauté-là. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant de réfléchir aux deux modèles dans ma tête puis de voir où c'est qu'on s'en va, nous autres, avec nos skis. Mais je voulais juste lancer ça de même pour que le monde puisse y réfléchir. Évidemment qu'au niveau de Ça se passe, on a quelque chose qui est un petit peu plus produit puis un petit peu plus proche du SaaS. C'est notre job board, right? Oui, on l'a construit en no-code. Oui, ça n'a pas été des investissements de fou pour réussir à get it together puis que ça fonctionne bien. Par contre, ça a quand même été quelques investissements, right? Bon, on a pris une genre de template qui est sur Webflow, mais là, on l'a méga customisé pour que ça fit avec les champs puis l'intégration qu'on avait fait dans Airtable. Après ça, il fallait qu'une personne puisse poster une job ou updater des affaires, puis c'est pas encore parfait, by the way. Fait qu'on a pris une tierce partie parce qu'on voulait pas développer ça custom, qui s'appelle, je pense, Fill Out. Puis là, on a plugué ça là-dedans. Fait que, tu sais, il y a eu un certain investissement, un certain patentage. Mais ce que je me rends compte, c'est que adopter un produit qui est payant, ben c'est beaucoup plus dur qu'adopter un podcast, mettons, qui est gratuit, right? Ça, c'est no shit Frank. Mais en ayant à faire les deux, je me rends compte que c'est beaucoup plus long de réussir, non seulement, oui, à bâtir le produit, mais à le commercialiser comme du monde,
que de le faire pour le média. Puis en ce moment, c'est le média qui paye nos factures, qui paye les salaires qui se passent dans Ça se passe. Puis c'est le média qui rapporte des bidous puis du retour sur investissement à nos partners, right? Fait que c'est comme tough de prioriser un focus produit via le job board. Surtout que le job board, c'est basically un marketplace, c'est des employés puis des employeurs. Fait qu'il faut que tu trouves une manière de non seulement séduire et attirer ces deux personnes-là, mais s'assurer qu'ils l'utilisent régulièrement, cette chose-là. Puis si un des deux côtés n'est pas là, l'autre ne voudra pas venir, etc., etc. Fait que c'est quand même tough pour moi de prioriser le job board. C'est un petit peu ça que j'essaie de dire. J'ai eu des conversations avec des pros de ça qui ont exit d'un bip, gros job board, whatever. Puis tu sais, quand il m'expliquait la quantité de sophistication qui allait dans l'acquisition de trafic, qu'elle soit payante ou organique, pour certains types de rôles, la négociation avec les job posters, les grosses compagnies qui postaient, comment tu faisais travailler les unit economics entre ces choses-là, j'étais comme, ouais, il y a une manière que ce soit un job temps plein, mettons, un gros job board. En ce moment, le job board de Ça se passe, je le vois un petit peu comme un asset accessible et utile à la communauté. Right? T'es un employé en SaaS, il y en a des SaaS qui vont poster leurs trucs. C'est gratuit en ce moment. Ça coûte rien, tu remplis fill-out une couple de fois, t'as ton job offer. Je trouve que nos job offers, on les a fait quand même clean, là. Ça stand out un peu des autres job board borings. Fait que tu peux l'utiliser, ça te coûte pas grand-chose. Puis c'est déjà une audience niche, un trafic niche qui va sur ce genre de job board-là, un trafic qui est plus qualifié, mettons. Autant du côté employeur qu'employé. Fait que ça, c'est cool. Je suis content qu'on l'ait fait. Je trouve que c'est un super beau aussi avantage pour nos employeurs certifiés comme Coveo, parce qu'on a du trafic qui se rend là puis qui consomme le contenu qu'il y a là. Fait que nous, on peut donner un peu plus de proéminence ou de promotion aux employeurs certifiés pour juste donner plus de real estate puis qu'il y ait plus de clics sur leurs trucs. C'est juste legit. Ils supportent financièrement Ça se passe puis tout. Fait que je suis content de ce qu'on a fait. Je suis pas satisfait, mettons, de où ça en est. Puis ça va être la job un peu à Joe, moi, puis tout le monde autour qui veulent m'aider. Si vous avez des idées aussi, vous pouvez nous en bouncer, de voir si on décide de prioriser ça, puis comment. Parce que dans ma tête, évidemment que je suis inspiré là, par genre toutes les, je sais quoi, c'est OK Remote ou Nomad Jobs, genre, comment ça va? Laravel Devs, il y en a à pu finir des Christy de cool job board qui run sur pilote automatique, que c'est genre 400$ du job posting, puis que tout ce que tu as à faire, c'est genre maintenir un peu la plateforme, être sûr qu'il n'y a pas trop de bugs, répondre aux questions de customer service, puis c'est genre un super beau produit moneymaker qui peut changer la donne, tu sais, mettons. Fait que, évidemment que j'ai cette inspiration-là, ces aspirations-là. Après ça, ça va être de prendre des décisions stratégiques par rapport à la priorisation. OK. On va switcher sur quelque chose d'un petit peu plus personnel. Alright. Fait que pour ce bout un peu plus personnel-là, je me suis dit que j'allais le partager parce que ça allait pouvoir... Parce que certaines personnes pourraient s'identifier avec ça, relate à ça. Puis juste parce que j'ai un défaut vers la transparence, puis c'est important pour moi de parler de l'espèce de journey entrepreneurial sur lequel je suis. Fait quand j'ai lancé Ça se passe, 4 à 5 mois après le lancement, je me suis assis avec mon planificateur financier, puis j'ai dit, écoute, man, je veux que tu arrêtes de me dire, mettons, c'est quoi l'âge auquel je vais pouvoir prendre ma retraite sans plus jamais travailler, parce que c'était comme une métrique un peu indicative qu'on utilisait puis qu'on suivait. Puis j'étais comme, ça m'intéresse pas nécessairement d'arrêter de travailler, anyway. Puis je suis plus intéressé à savoir quand est-ce que je vais avoir plus de cash si je change pas telle affaire ou si j'optimise pas telle autre affaire. Fait que j'ai dit, dis-moi plutôt ça. Si je continue de dépenser famille, couple, perso, puis dans mes business à ce rythme-là, puis que je garde un revenu aussi conservateur que ça, c'était des peanuts à l'époque, là, c'était genre un peu de revenu de consulting que je faisais, puis des petites commandites mensuelles pour Ça se passe. Si c'est ça, le statu quo dépenses-revenus, pour combien de temps est-ce que je vais avoir de l'argent? C'est-à-dire, c'est quoi mon burn rate a fini de burner quand? Puis il m'a dit, écoute, Frank, c'est pas compliqué, t'en as pour 3 ans. Puis après ça, t'as plus une scène. Fait que oui, j'ai eu peut-être un petit pincement d'anxiété par rapport à ça. Tu te dis, holy shit, j'avais fait de l'argent avec Snip, je voudrais pas tout perdre ça ou whatever. Mais après ça, je me suis dit, wow, wait a minute.
c'est vraiment quelque chose sur lequel tu as du agency puis du contrôle comme entrepreneur. Tu peux couper des dépenses, tu peux augmenter tes revenus. Je suis meilleur pour augmenter des revenus que couper des dépenses, mettons. Mais de façon générale, ça m'a juste motivé à me dire alright, ben tu sais, je veux essayer pour vrai que ça marche, ça se passe. Fait que comment je fais pour diminuer ce burn rate-là, puis repousser cette date-là, ces années-là avant que j'aille, mettons, plus d'argent. Aujourd'hui, j'ai comme le plaisir de dire que je me suis réassis avec mon planificateur financier. J'ai dit, alright, dude, avec les partenariats annuels qu'on a closés, avec ce qui s'en vient l'année prochaine, les nouvelles dépenses, celles qu'on a enlevées, qu'est-ce qui se passe? On est rendu où avec tout ça? Puis il m'a dit, écoute, ça leur pousse à peu près à 11 ans, le moment où tu n'auras plus une scène. Puis pour moi, ça a tellement été malade, mettons, de voir que c'est en à peu près un an, si je suis genre heads down, que je fais quelque chose que j'aime, que je le fais bien, que je le fais tout le temps, puis quelque chose qui a de la valeur pour d'autres personnes, là, évidemment, ben, je suis capable de jouer sur cette métrique-là. C'est comme, ça m'a vraiment empowered, puis ça m'a fait sentir comme, yo, genre, il y a un impact concret aux décisions que tu fais, aux risques que tu prends ou pas. Fait que c'est ça, je suis vraiment content de l'avoir calculé comme ça. J'ai l'impression que ça m'a mis une certaine pression de genre, ben, tu sais, il y a une conséquence, là, si tu fails puis tu fuck up. C'est d'autres dimensions de ta vie dans lesquelles tu investis ou t'aides du monde ou whatever qui vont écoper. Puis l'affaire, c'est qu'au final, même si je me plante, ça serait pas si pire que ça. Tu comprends? Parce qu'il y a un fallback pour moi assez clair là, de devenir, mettons, un des premiers employés ou un late co-founder d'une autre compagnie. Parce que genre, je suis pas mal sûr que le skill set que j'ai développé, le réseau que j'ai développé pourrait générer des opportunités assez cool de carrière pour moi. Je me ramasserai pas dans la rue, right? Oui, le pire qui peut arriver, c'est que j'ai genre vraiment fuck up tout le wealth, la richesse que j'ai accumulée avec la vente de Snipcart. Ça peut arriver, ça. Mais je pense que d'essayer de construire une compagnie puis de faire ce que je fais là, c'est worth. Ça vaut ce risque-là. Puis je trouve aussi que c'est un risque qui est beaucoup moindre que celui de certains entrepreneurs que j'interviewe ou avec lesquels je parle, que ce soit on-cam ou off-cam, on-mic ou off-mic, peu importe. Puis je pense qu'à travers ces hésitations-là, ces inquiétudes-là que j'ai eues, ça m'a forcé à développer un respect qui était beaucoup plus grand encore pour les entrepreneurs autour de moi, ceux qui prennent des risques. Il y en a qui en prennent relativement parlant beaucoup plus élevés, mettons, que ce que moi je fais. Puis je trouve ça assez malade d'être capable de baigner dans une communauté du genre puis de voir la résultante quand ça fonctionne, mais de respecter aussi quand ça fonctionne pas, parce que pour vrai, ça fonctionne pas tout le temps. Puis une des choses que je me suis rendu compte, c'est que souvent, si ça fonctionne pas une fois, si cette espèce de flamme d'entrepreneuriat-là puis de builder-là est là, ça se peut qu'elle s'éteigne pas puis qu'elle réalise de la valeur ou de la croissance dans une autre endeavor, dans une autre aventure, un autre business. Fait que, je sais pas, c'est mes petits musings là, personnels par rapport aux finances puis au burn rate. Tu sais, au début, je sais pas si je vous en rappelez, mais il y avait beaucoup de monde qui me donnait des conseils de « Ah, Frank, ça devrait être une OBNL vu que c'est comme un aspect communautaire à ça. Tu pourrais aller chercher un paquet de subventions puis du support comme financier de soit différents joueurs publics, programmes publics ou même des joueurs privés, puis tout ça. » Puis je l'ai considéré, tu sais. Il y a même des gens qui me disent « Ah, ben, tu pourrais aller chercher des subventions pour t'aider et tout. » Je l'ai aussi considéré. Mais aujourd'hui, mettons, à 18 mois in, je suis quand même vraiment fucking fier que ça soit moi la gouvernance de ça se passe, puis que le seul risque que j'ai pris, il soit par rapport à moi-même, puis que j'aille pas de compte à rendre à personne, honnêtement, puis que ça soit une compagnie indépendante puis privée, ça se passe, pour moi, c'est important. Puis je suis fier de ça. Fait que je regrette pas le chemin vers lequel je suis allé. Puis je dirais aussi que il y a une certaine notion de compte à rendre puis de gouvernance qui peut venir avec des structures comme un OBNL. Je l'ai vu, j'ai été sur le CA d'un OBNL puis tout ça, puis ça peut créer une certaine charge. Je dis pas de pas faire ce modèle-là ou que c'est pas des bons modèles ou whatever, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je dis juste que ça revient à ce que je dis tout le temps. C'est genre, la connaissance de soi, c'est très clé, mettons, en entrepreneuriat. Puis moi, ma connaissance de moi,
est assez bonne, là, avec toutes les fucking thousands que j'ai droppé en thérapie, toutes les blog posts d'introspection que j'ai faites. Je commence à savoir quel genre de moineau je suis. Puis je pense que j'ai fait le bon choix de garder ça genre plus indépendant puis 100% privé comme ça. Je serais curieux d'avoir l'opinion du monde là-dessus, d'ailleurs, que ce soit public ou pas public, si vous voulez m'écrire, c'est des choses auxquelles je réfléchis souvent. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ces 18 mois-là qui viennent de passer, c'est le fait que j'ai dû ou je me suis frotté à des profils et des personnes complètement différentes de moi. C'est une chose que j'apprécie de ça se passe, puis je pense qu'aujourd'hui, j'ai la maturité pour apprécier les différences, pas la discorde, mais vraiment évoluer puis converser avec des personnes qui voient pas le monde ou la business comme toi du tout. Puis quand j'étais plus jeune, j'étais plus comme pas dans le culte, là, mais j'étais plus endoctriné là, par rapport au bootstrapping puis à l'indépendance puis à la profitabilité puis comme tu sais t'as comme tes idoles puis tes héros là, 37 Signals que tu lis les livres puis t'es comme ouais, c'est juste ça la meilleure manière de builder des business puis tu sais puis mes partners, puis mon boss à l'époque, Georges, puis Vince, ils étaient beaucoup aussi là-dedans. Puis, don't get me wrong, une grosse partie de mon cœur est encore de ce côté-ci. Mais je trouve ça juste fucking le fun de confronter certains de ces principes-là, mais surtout, d'un point de vue juste curiosité intellectuelle, d'apprendre sur d'autres manières de financer des compagnies, de croître des compagnies, puis d'opérer des compagnies. J'ai des gens qui viennent sur le podcast, que je m'entends super bien avec eux. Mais après leur avoir parlé, des fois, pendant 2 heures, des fois même, je suis comme, je sais même pas si je pourrais travailler avec cette personne-là. Parce qu'on a une vision de la culture d'entreprise ou de gagner ou de la valeur qui est juste complètement différente. Mais la raison pour laquelle je continue de me frotter puis de me bumper sur des points de vue puis des personnes différentes, c'est que c'est important pour moi que l'écosystème et la communauté soient exposés à différentes manières de construire une compagnie, une culture de compagnie, différentes manières de la financer, de l'opérer, etc. Parce que les profils psychologiques, il y en a une multitude, right? Tu as des gens, leur appétit du risque, leur désir de stabilité, de confort, ça va varier. Leur niveau de tolérance, mettons, à l'adversité, à la complexité, ça va varier. Fait que toute la multiplicité de profils psychologiques qu'il y a dans notre écosystème, faut qu'elle puisse avoir une multiplicité d'endroits où faire carrière ou lancer différentes entreprises. Fait que c'est pour ça que j'aime ça avoir différents types de personnes sur le podcast, même si c'est des fois confrontant pour moi. Une autre leçon que j'ai eue, qui est assez... leçon que j'ai eue, c'est des choses qui ont été dites en ligne déjà, c'est des choses dont j'ai parlé dans certains podcasts, mais la conclusion demeure la même. Commercialiser un SaaS, c'est plus dur que construire un SaaS. Je pense surtout au Québec. Parce qu'au Québec, on a des esprits ingénieurs, des esprits de constructeurs, de builders assez forts, je trouve. Puis en plus de ça, la tech se démocratise puis devient de plus en plus accessible. Fait que genre, builder du produit numérique, c'est de moins en moins tough. Mais de l'autre côté, que ce soit sur les moteurs de recherche, les médias sociaux, les tournées de podcasts, les inbox du monde, peu importe où les canaux de distribution pour commercialiser un SaaS deviennent de plus en plus bruyants. Fait que le niveau de compétition puis la barrière d'entrée, elle monte là. Puis j'ai l'impression, après avoir parlé avec je sais plus combien de founders, que c'est vraiment un challenge qu'on a au Québec. Ce challenge-là, il est culturel. Peut-être qu'on n'a pas eu assez d'exemples ou par le passé ou dans notre propre industrie de voir gros, d'exporter ailleurs, d'aller commercialiser dans un autre pays, d'en faire plus. Ou peut-être que c'est plus facile, safe et sécuritaire de commercialiser dans notre coin, dans notre région, dans notre province, avec la proximité culturelle, linguistique, physique, etc. J'en ai parlé souvent. Peut-être que c'est ça, je sais pas, là, je suis pas genre un fucking pro-sociologue méta-sas, là, genre don't quote me on this. C'est juste mes ramblings puis mes idées pour stimuler des conversations et d'autres opinions que les miennes. Mais on n'est pas super bon là-dedans, dans commercialiser des SaaS. Fait que genre, je disais tout le temps chez Spectrum, Snipcart, tu peux pas te plaindre si t'as pas de solution ou idée de solution. Fait que, au lieu de me plaindre là-dessus,
ce que je vais dire, c'est que je veux que ça se passe joue un rôle là-dedans. Je veux que ça se passe aide des fondateurs puis des employés à mieux comprendre certaines bases ou certaines théories de comment tu commercialises via du marketing, via de la vente, via les deux. De quel genre d'outils, de cadriciels, de frameworks tu peux te servir dans ta compagnie pour faire ça. De quel genre de profil de compétences en embauche tu as besoin pour faire ça. Si on veut avoir des wins, si on veut scaler nos SaaS comme ils se doivent de scaler, c'est du code, right? Ça n'a pas besoin d'être limité géographiquement par un marché quelconque. Il faut qu'on commercialise mieux puis qu'on go-to-market mieux. Puis c'est pour ça que mes conversations avec les gars de Vasco, là, Alexis Boucher il est venu sur le pod, puis j'ai parlé avec Guillaume, le co-founder aussi, récemment à Montréal. Il y a quelque chose là, dans le revenue ops, dans le revenue architecture, dans tracker comme il faut ce qui se passe dans tes dollars puis ton expérience client à travers le marketing, les ventes, le customer success. Où est-ce que cet argent-là tombe en des cracks? Où est-ce que ces clients-là tombent en des cracks? Comment tu fais pour tracker ces choses-là comme il faut puis optimiser ton modèle de commercialisation, ton go-to-market de façon plus holistique? Je pense qu'il y a quelque chose là. Fait que je vais essayer d'en faire plus à ce niveau-là. Je vais essayer d'en parler plus dans le podcast aussi. Peut-être même qu'on va faire des events par rapport à ça ou des workshops. Je ne sais pas encore. Si vous avez des idées là-dessus, vous pouvez me poker anytime. Je suis super ouvert. J'ai maintenant le goût de parler du retour sur investissement des partners. Je ne vais pas doxer des chiffres méga privés ou whatever. Je vais juste vous dire ce qui suit. Leviat Légal, qui est cabinet d'avocats spécialisé, mettons, en tech puis en startups, qui sont malades. Là. Allez toutes les voir, honnêtement, saspace.com/partenaire avec un S. C'est pas pour rien qu'ils sont partners avec moi. Je les ai vettés, j'ai interviewé de leurs clients, j'ai interviewé eux autres. Moi, je suis client de la majorité d'entre eux. Ils sont fucking sick, ces différentes équipes-là. Fait que t'as Leviat Légal, des avocats pour SaaS. T'as le chiffre, une firme comptable, finance, fiscalité pour SaaS. Ben, pas juste pour SaaS, mais entre autres. Puis t'as Baseline, qui accompagnent les SaaS avec des projets d'intelligence artificielle ou juste de la R&D et tout. Fait qu'à date, tout le monde là-dedans, sur leur investissement du partenariat annuel, sont soit dans le vert, ROI positif, ou il y en a un qui est break-even, right? Fait que kiff. Ça, pour moi, c'est genre une fierté commerciale là, et non juste comme de mission et de marketing et de whatever. C'est une fierté commerciale d'avoir réussi à créer un produit, un contenu, une audience qui peut générer une valeur d'affaires supérieure à des partenaires qui ont dépensé, mettons, dans un package. Ça se passe. Fait que je vais continuer d'en vendre de ces packages-là. J'ai une confiance là-dedans. Puis ce qui est cool aussi, c'est que j'ai jamais l'impression de travailler pour des partners ou d'être obligé de parler de telle affaire puis que ça me gosse. Je les choisis, mes partners. Chaque fois que je parle avec ce monde-là, que ce soit offline ou pour une capsule qu'on met sur les médias sociaux ou pour un pod qu'on a fait avec eux, j'apprends de quoi, ça m'intéresse. Puis si moi, je suis dans ce mindset-là, ça se passe, c'est assez de dog food pour que je fasse le bet que la majorité du monde qui écoute vont être dans ce mindset-là aussi puis que ça filera pas comme de la fucking pub ou pub native, trop torquée ou je sais pas quoi. Fait que je suis vraiment stoked de ça. Pour ce qui est de l'employeur certifié, on a eu un gros meeting avec Coveo à Montréal, genre hier, je pense. En tout cas, hier, ce sera pas la date où que ça sort. Ça a bien été. C'est sûr que c'est un peu plus difficile à mesurer c'est un peu plus difficile à mesurer le tracking d'application et ensuite d'embauche. C'est des funnels, là, puis les pros RH qui écoutent pourront vous le dire. Un funnel d'embauche, des fois, c'est multicanal, c'est multi-touchpoint. La personne entend parler de toi à telle place, elle voit une pub à telle autre place, puis là, elle applique direct sur le site ou à Google. Fait que, tu sais, l'attribution est challengeante. Par contre, on a quand même quelques mécanismes en place de tracking, autant de notre bord que du bord de Coveo, qui nous permettent de dire qu'il y a eu une couple d'applications, quelques applications directement à des postes Coveo qui viennent de SaaSpace. Fait que ça, pour moi, c'est un super beau signal, c'est positif. Sinon, juste dans la production de contenu de qualité côté marque employeur puis RH, on a fait de quoi de solide. Fait que ça, ils sont satisfaits de ça. Puis au niveau de l'exposure, les impressions, les eyeballs puis les oreilles, on est dans des dizaines de milliers là, d'impressions. Fait que je suis plus que ça. Fait que je suis assez content. Puis il va y avoir de la place pour probablement un ou deux autres employeurs certifiés, mais définitivement pas plus l'année prochaine. Fait qu'on est assez stoked de ce truc-là. OK.
Côté RH maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec l'équipe de Ça se passe? Il y avait Alex, un de mes meilleurs potes du secondaire, qu'on est encore proche, qui aidait beaucoup avec Ça se passe. Il était même pratiquement temps plein pendant une bonne couple de mois. Alex, il a eu une offre là, d'emploi fucking sick qui venait de plus de son milieu BTC et Connex et crypto et whatever. Fait que c'était une offre trop difficile à refuser puis tout. Fait que Alex, il est comme en transition out de la compagnie. Il va rester comme un aviseur puis juste un ami, là, évidemment. Mais ça a été un peu le coup de pied dans le cul que ça m'a pris ça pour dire check, t'en fais là, du revenu, tu l'as le budget, là. Embauche une personne en bonne et due forme, puis genre, crée-le ton payroll, puis genre, fais-le ton offre d'emploi, puis comme, c'est ça là, que t'as besoin, d'avoir une autre personne à qui tu peux déléguer, avec qui tu peux bonder, avec qui tu peux partager des idées full time, ben let's go, tu sais. Fait que je suis vraiment thankful d'avoir fait ça. J'étais stressé quand même de faire le genre d'offre d'emploi de hey, salut, c'est moi de Ça se passe, puis comme ça fait 1 an et demi, puis c'est cool, ça marche bien, on peut embaucher. J'ai été méga transparent aussi dans le salaire, puis tout. J'étais comme fuck, man, ça se pourrait qu'il y ait personne qui applique là, tu sais. Je me disais, je sais pas si moi j'aurais appliqué quand j'étais un peu plus jeune ou même en ce moment. Fait que tu sais, c'était quand même stressant pour moi. Je pense que c'était mon ego qui avait peur d'avoir 0 application puis de faire comme bon, ben ça suck ce que tu fais, personne ne veut travailler avec toi. Bon, ça, c'est la petite voix négative de merde. On l'enlève, puis on se dit, même s'il y avait eu 0 application, parfait. C'est juste une opportunité pour figure out une manière de trouver du monde qui marche mieux, puis de créer une offre d'emploi qui est plus intéressante pour différentes personnes. OK. Finalement, il y a eu, en toute transparence, 5 ou 6, je ne me rappelle jamais, 5 ou 6 applications. Fait que j'étais heureusement surpris. Puis j'ai été chanceux parce que la première application, c'est Joël Arsenault. J'avais mis une couple de Easter eggs, là, puis d'affaires à checker là, dans les détails de ma job offer. Je demandais de me raconter une histoire quand même bien écrite, punchée dans l'email d'intro. Elle a nail tout ça. On a fait 1 ou 2 entrevues, genre vidéo. J'ai appelé toutes les références, test technique, nailé le test technique, etc., etc. Fait que j'étais comme, bon, là, je peux pas engager juste la première personne, tu sais. Fait que là, bon, on fait une couple d'autres entrevues, c'était moins des fits, il y avait plein de monde super intéressant. Puis finalement, je me suis dit, écoute, regarde, il y a toujours un certain niveau de risque dans une embauche. C'est-à-dire que tu peux pas à 100% avec ces 4-5 points de contact-là, même s'il y a des tests, même s'il y a des références, tu peux pas à 100% dire oui, ça va être un fit culturel, oui, vous allez travailler ensemble pendant des années. Fait qu'il faut que tu mettes tes culottes, puis que tu prennes un peu un risque, puis que tu fasses l'embauche pour de vrai. Fait que c'est ça que j'ai fait. Joël est un peu surqualifié, disons, pour le rôle que j'avais affiché à la base. Mais je pense que ça y tentait de vraiment bonder avec quelqu'un qui avait de l'expérience en marketing, quelqu'un qui peut l'attirer par le haut, puis de découvrir, mettons, une nouvelle industrie. Fait que j'ai comme été chanceux que, c'est con, mais genre, elle avait écouté le pod aussi pendant une couple de mois. Fait que ça a aidé à la conversion d'embauche. Fait que j'ai été chanceux qu'une personne surqualifiée trippe assez sur l'industrie, puis me connaisse parasocialement là, via le podcast, puis décide de prendre une chance, mettons, sur être early employee d'une early company. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissant. Puis je dis pas juste ça parce qu'elle est pas trop loin dans la pièce. Je dis ça parce que je le pense. Puis à date, les interactions qu'on a eues, c'était fucking le fun. Puis j'ai bien confiance que ça va continuer de même. Juste aussi la vibe, là, tu sais, la vibe sur Slack ou dans les weekly puis tout ça. T'as l'impression d'être là avec quelqu'un, puis qu'il y a quelqu'un qui est investi dans la compagnie, dans le projet avec toi. Puis ça m'a juste rappelé à quel point j'étais pas un genre de solo founder ou. Je suis un gars quand même d'équipe. J'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de me faire challenger, j'ai besoin de me faire rassurer des fois aussi. Puis de partager les lols, puis les wins, puis les memes, puis tout ça, tout ça, c'est genre au cœur de ce qui me faisait triper en malade chez Snipcard quand j'ai commencé. Puis si je pourrais avoir ma propre compagnie, ou faire d'autres compagnies, je veux que ce cœur-là de fun puis d'interaction sociale reste là. T'sais. Fait que c'est ça. Ben stoked de cette embauche-là. Sinon, au niveau de Grip, qui est une petite agence de SEO/marketing pour SaaS, ça va bien. On a quelques clients qui sont, de ce que j'entends, satisfaits. La vérité, le fait que Ludo, il run ça de son côté. La vérité, c'est que ça se passe, ça bouge beaucoup. Puis j'aime beaucoup ça. Fait que j'ai pas beaucoup de bandes passantes puis de temps
à dédier à la boîte de service. Puis tu sais, la boîte de service va bien, là, c'est profitable. On s'entend, tu vends des heures, tu n'as basically pas de dépenses. Ça génère un revenu intéressant, même si c'est early. Puis c'est des clients tout intéressants, etc. C'est juste, humainement, il faut que tu priorises. Puis monter une deuxième compagnie comme ça en même temps, je pense que je suis trop un gars single track, mettons. Je suis pas assez multitrack pour réussir à faire ça. Fait que, à date, ça va bien. Ludo s'occupe de ses clients-là, etc. Puis en plus, on n'en parle même plus de grip, puis il y a des clients qui rentrent inbound. Fait que ça, c'est pour faire écho à ce que je disais un peu plus tôt dans le pod, là, genre les besoins en croissance, les besoins d'accompagnement, mettons, en croissance pour les SaaS qui veulent commercialiser, pas juste croître, excusez, qui veulent vendre, qui veulent marketer, sont là, right? On a fait grip, on en a parlé un peu, puis il y a du monde qui continue soit de nous référer du monde ou de nous écrire « Hey, avez-vous de la place pour un client? » puis tout. Fait qu'il y a quelque chose là. Où est-ce que ça va s'en aller exactement? En ce moment, j'ai pas la réponse. On laisse les mois passer. Ludo puis moi, on est en super bon terme, puis on check ça aller. Pour l'instant, c'est stable et sain, mettons. Avec tout ce que je viens de vous dire, les métriques, mes learnings, mes musings, puis le bonheur, c'est un mot fort, là, mais mettons le fun que j'ai, puis la quantité d'apprentissage que je fais, puis de nouvelles relations que je développe, j'ai la confiance de vous dire que, mettons, pour le futur proche et hopefully lointain, je suis all-in dans ça se passe. Alright, on a fait le récapitulatif, le passé. Je veux me tourner vers le futur, partager une couple d'idées puis de projets avec vous. La première question que je me suis posée avant de faire ce 100e épisode-là, c'est quoi mes motivations, mettons? OK, c'est cool, tu dis que t'as du fun, tu rencontres du monde nice, whatever. Mais qu'est-ce qui te motive à continuer de construire Ça se passe puis d'investir là-dedans? J'ai noté 3 points. Point numéro 1, c'est les histoires. C'est le fun, mais c'est fucké, mais genre, je me suis fait inviter sur un autre podcast Keb, puis le host me disait, c'est quoi ta passion, mettons, numéro 1? Puis là, j'étais là, hey man, mindfuck, là, t'as peu, là, j'en ai combien de passions? Il y en a vraiment une qui est numéro 1. Au début, j'avais comme un brouillon de réponse qui était, c'est le langage, mettons. Puis là, j'étais, non, man, mon cours de linguistique à l'Uni, j'haïssais ça. Fait que c'est pas vraiment le langage lui-même, c'est à quoi que ça sert, le langage? Ça sert à compter des histoires. Fait que ce soit des livres, des pods, que ce soit des blagues, de l'humour, que ce soit de la vente, du marketing, de l'embauche, tout ça, ça passe par des histoires, par compter des bonnes histoires. Puis j'ai l'impression que autant dedans ça se passe que dans le contenu que ça se passe produit, ça déborde d'histoires. Il y en a partout, right? Fait que de les comprendre, de me les approprier, d'essayer de les recompter des fois dans mes mots, je trouve ça malade dans la tête. Puis ce qui est cool, c'est aussi que c'est pas juste mon histoire. Comme là, on est dans le 100e épisode, il y a beaucoup, c'est très méta ou genre perso ou whatever, il y a beaucoup que c'est mon histoire, mais si tu checkes tous les autres épisodes, il y en a où je vais genre injecter des anecdotes perso ou de snip ou peu importe pour enrichir la conversation. Mais il y en a plein qui, genre, j'ai pas un mot à dire sur moi. Puis les histoires que je raconte ou que j'aide à raconter, c'est pas les miennes. Puis ça, c'est un truc, c'est vraiment un good feeling. Vraiment, vraiment un good feeling parce que ça aide à comme tasser un peu mon ego de la situation, mais à continuer de triper sur le storytelling sans que ce soit tout le temps à propos de moi. Évidemment que je vais continuer de parler de mon histoire. Je suis un storyteller, je suis un build in public, transparent kind of guy. Mais le fait d'avoir autant de proximité et de promotion des histoires des autres, je trouve ça quand même fucking nice. Le deuxième point dans mes motivations core à continuer, ça se passe, c'est les relations. On est un animal social de chimpanzé évolué, whatever. Je trouve que la vie fait du sens quand tu es connecté avec du monde. Je trouve qu'une vie d'ermite, ça peut être, si t'es un moine zen, bouddhiste, whatever, peut-être nice, là, mais genre, moi, perso, je trouve que ma vie fait du sens quand je suis connecté avec du monde que j'aime, que j'apprécie, que je respecte ou qui m'inspire, right? Puis, dans ça se passe, ben là, ça commence à l'intérieur. On a une contractant qui rentre dans cette catégorie-là. Joe, le premier employé, à date, ça coche ces cases-là. Mais surtout, à l'extérieur. Fait que les founders qui viennent sur le pod, les employés qui viennent sur le pod, les partners que je pogne, les gens que je rencontre physiquement dans les events. C'est rare que je strike une conversation dans un event live, ça se passe, puis que je suis comme,
roule des yeux, boring as fuck. Non, j'ai souvent soit de quoi apprendre, soit moi, quelque chose à apprendre à quelqu'un d'autre. Puis ça, d'être entouré d'autant de personnes intéressantes, c'est un méga plus. Donc, motivation core. Le troisième point, c'est l'apprentissage. Je dis souvent que je me perçois un peu comme un éternel étudiant, puis je le pense. Je pense que c'est genre un privilège d'avoir des gens talentueux qui peuvent, de par soit leurs histoires, leurs trucs et astuces, peu importe, t'apprendre des trucs, soit sur l'entrepreneuriat en général, la tech en général, puis ensuite tout ce qui est plus genre niché puis divisé dans des départements, que ce soit du marketing, de la vente, que ce soit du produit, des RH, de la finance, de la compta, tu sais, même le légal, genre la négo, la fiscalité. J'apprends des trucs, puis ça m'intéresse. Fait que ça, c'est les 3, histoire, relation, puis apprentissage. C'est genre pour ça que je continue de faire ça se passe. OK. Vision court terme maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire dans les mois qui suivent, mais surtout dans l'année prochaine? Bon. Pour l'année prochaine, l'objectif de revenus est de doubler les revenus carrément. Right? Fait que là, on a fait assez de cash pour payer les sous-contractants, pour payer un salaire full-time, pour payer toutes les dépenses de production audio-vidéo qu'on fait quand on fait des events, quand on fait des entrevues avec des partners, pour payer les logiciels qu'on utilise, le nouveau MacBook à Joël. Puis, je sais plus trop c'est quoi d'autre que je paye, mais bon, les dépenses de sont couvertes. Puis, il y a un petit lousse qui ça va être genre des peanuts pour mon salaire de 2024. Cool. Si on double ça, ce que je pense qui est réaliste de faire, puis je vais expliquer comment je vais le faire. Si on double ça, non seulement il va pouvoir avoir des augmentations pour les gens avec qui je travaille, que ce soit contractants ou employés, moi, je vais pouvoir avoir un salaire relativement décent, pas assez encore pour couvrir toutes les catégories de dépenses, famille, couple, perso, que j'ai besoin de couvrir. Mais c'est un gros step vers ça, mettons. C'est fucking motivant. Fait que c'est ça. On veut doubler le revenu. C'est aussi simple que ça. Je vais dire tout de suite, dans le fond, je pense, comment on va faire ça. OK. More of the same, d'autres partenaires certifiés annuels. Right? À date, on s'enligne pour renouveler tous les fournisseurs certifiés, le chiffre, Leviat, Baseline. À voir là, si ça renouvelle ou pas. Là, les gars m'ont pas fait une promesse, puis je suis pas en train de les, de les squeezer sur un pod. Mais les signaux à date, les discussions qu'on a eues à date, ça semble être faire un renouvellement. Coveo, encore un peu trop early pour voir. Mais chose certaine, c'est que à part les renouvellements, on va aller chercher de nouveaux partenaires. On a assez de place dans notre bande passante, genre médiatique, contenu, pour intégrer du contenu de 3 autres partenaires. 4 si on stretch, mais 3 au moins. Je suis en discussion actuellement, je ne sais pas si ça va s'être closé par le temps que ça sort, avec différents partenaires potentiels. Un que ce serait employé et ou produit potentiel. Un que ce serait produit certifié potentiel. Un que ce serait fournisseur certifié potentiel. Puis c'est des trucs cool. C'est des trucs qui m'intéressent. J'ai le goût de travailler avec ce monde-là. À voir si ça close ou pas. Fait que bon, la shameless plug ici, je vais la faire tout de suite. Là, mais si vous êtes genre un potentiel partenaire certifié de Ça se passe, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez m'écrire françois@sasepasse.com. Mais grosso modo, plus de partenariats annuels certifiés. Juste avec ça, en théorie, on va peut-être pas doubler, mais on devrait être proche de notre goal en tout cas. Les autres manières qu'on va avoir de faire de l'argent, c'est twofold. Communauté et puis conférence. La communauté en ligne, ça va se passer. C'est un besoin qui est répété par certaines personnes. Quand je sonde les gens là-dessus, il y a un intérêt marqué. Écoutez, je pense pas que ça va être une ligne d'affaires méga payante. La communauté en ligne, mon but, ça va pas être de genre milquer le cash que je fais avec une communauté en ligne. Par contre, ça risque d'être quand même un poste de revenu, mettons, une ligne de revenu. C'est-à-dire que juste pour le sérieux des participants, là, je pense que de committer un certain montant d'argent, qu'il soit mensuel ou annuel, c'est un bon filtre de qualité pour les gens qui veulent participer à cette communauté-là. Fait qu'il y a ça. Ensuite, au niveau de la communauté, ce que je peux vous dire, c'est que ça s'enligne plus pour être vers les founders pour commencer. J'aimerais ça en faire une pour les marketers, pour les vendeurs, pour les RH, pour les products, pour les devs, pour le monde de finance. La vérité, c'est que je pourrais pas faire
une énorme communauté ou 37 petites communautés comme du monde. On n'aura juste pas le temps et les ressources dans ça se passe. Fait que mon thinking, ça a juste été de dire, ben check, c'est qui dans toutes les profiles puis personas qui écoutent puis qui consomment ça se passe qui ont le plus à gagner de connecter avec d'autres mondes. Puis souvent, c'est les founders. Puis c'est eux qui ont été le plus criants ou explicites par rapport à oui, on leur ce besoin-là d'une communauté en ligne. Fait qu'eux, ils voient beaucoup de valeur là-dedans. Puis aussi, d'un point de vue un peu macro, les décisions que les founders, les execs prennent, c'est ces décisions-là qui ont le plus d'impact souvent sur les compagnies puis les chances de succès. Fait que si j'aide ces gens-là, ben en théorie, ça trickle down puis j'aide l'écosystème. C'est mon genre de rational pour l'instant. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Fait que, communauté, ça risque d'être un poste de revenu. L'autre, j'ai mentionné conférence. L'année prochaine, on fait la première Ça se passe conf. Ça va s'appeler Ça se passe conf? Je sais pas si ça va s'appeler Ça se passe conf. Ça sonne pas pire. À voir. Ça risque d'être en septembre. Ça risque d'être une journée complète. Puis, écoutez, je peux pas révéler trop d'affaires là-dessus encore. Entre autres parce que j'en connais pas beaucoup d'affaires là-dessus encore. Mais entre autres parce que j'ai peut-être une activité puis une coopération avec quelqu'un d'autre dans un autre univers conférencier qui risque de m'éduquer beaucoup puis de m'inspirer beaucoup sur la Ça se passe conf. Mais ça, en théorie, pour avoir parlé à différentes personnes, ça peut devenir un poste de revenu vraiment intéressant qui génère une belle marge de profit. Fait que ça risque d'aider à l'atteinte de nos objectifs aussi. Si vous avez des idées, des suggestions pour la conf annuelle, ça se passe, n'hésitez pas. OK. Je pense que j'ai fait le tour côté objectif un petit peu plus revenu. Évidemment, vous aurez noté dans tout ça qu'il n'y a pas une énorme increase des dépenses qui viennent avec ces nouveaux trucs-là. Puis c'est ça qui est important pour moi. Ça reste rester profitable. C'est bien important pour moi. OK. J'ai une autre annonce à faire. Fait que j'y vais. Grosso modo, vous l'avez peut-être vu, là, puis je le mettrai dans les show notes, mais j'ai fait un genre de recherche pendant une fin de semaine, puis j'ai parlé à tout plein de monde, puis j'ai googlé, puis ChatGPT par rapport à devenir limited partners dans un fonds de capital de risque au Québec, plus spécifiquement. Fait que j'ai comme écrit un peu la conclusion là, sur un long post LinkedIn, puis j'ai mis sur Twitter aussi, je pense. Puis il y a plein de monde qui ont plein d'opinions, puis qui me disaient plein d'affaires, right? Ça passait de écoute, un premier fonds, mettons, qui est lancé, ça peut être plus challengeant. Ou c'est pas tous les fonds qui performent puis qui font des retours. Ou les choses que tu veux apprendre en te collant à des VC, tu peux les apprendre sans investir comme limited partner. Puis après ça, il y a certains downsides là, à mettre du cash comme limited partner, LP, dans un fonds VC de capital de risque. Cet argent-là, il est freezé. Là, genre, tu l'as commis. Oui, tu as des cash calls, fait que tu le débourses, mettons, à chaque, je sais même pas exactement comment ça fonctionne. Je pense que tu le débourses quelques trimestres ou chaque année. Quand le general manager, general partner du fonds dit « Hey, OK, on va prendre une fraction de l'argent que tu as commis au fond. » Puis après ça, une fois qu'il est déployé dans des investissements, dans des startups, tu peux rien faire avec ça le temps qu'il se passe de quoi avec la startup, puis qu'ensuite le fonds comme close, là, si tu veux, puis retourne ou pas de l'argent à ses investisseurs. C'est très grossier comme explication, mais c'est pas mal de même ça marche. Fait que grosso modo, moi, j'ai pas une quantité de richesse, mettons, infinie que je peux me permettre de jeter tout plein d'argent dans des places immobilisées que peut-être je vais avoir un retour ou pas, puis peut-être dans 5-7 ans ou pas, ou même plus. Par contre, j'ai pris la peine de parler comme il faut avec Étienne Mérineau de Télégraphe Capital à Québec. On va le mettre dans les show notes. Étienne, il a un sacré beau parcours. Il a fait Heyday. Il a vendu ça dans la même année que moi, je pense, en 2021 à Hootsuite, un autre gros scale-up canadien. Pour des gros bidous, là, c'est public, je pense que c'est genre 60 millions. Fait que lui, il a retourné l'argent de ses investisseurs. Lui, il avait levé du cash. Il en a fait lui aussi, lui et ses co-founders. Puis là, son play, c'est d'investir en B2B tech. Fait qu'en B2B SaaS, AI, entre autres. Fait que des compagnies tech qui sont software puis genre logiciel first. C'est sûr que moi, ça m'intéresse beaucoup. Des compagnies qui sont pre-seed puis seed. Fait que t'as le chaos puis le risk-taking puis le thrill du début. Puis t'as aussi tous ces founders-là qui décident de « Hey, on se le craint, on l'essaye, mettons. »
Fait que c'est ce côté-là, mettons, ce côté-là du market auquel il va s'adresser. Puis je vais pas genre faire un... Je suis pas en train de faire le pitch deck à Étienne, right? Si ça vous intéresse plus, là, dans le fond, vous pouvez DM Étienne Mérino sur LinkedIn. Puis au pire, je vous mettrai son courriel dans les show notes. Mais de façon générale, je pense que je pense que le fond, je sais pas si le fond va être closé rendu là, ça s'enligne plus pour l'automne. Puis vous pouvez, si ça vous intéresse d'être limited partner ou de voir c'est quoi un peu ce qui se passe avec Télégraphe et Étienne, vous pouvez outreach Étienne, puis il vous donnera les détails. Là. Je ne suis pas le porte-parole ou whatever. Ce que je veux, moi, expliquer, c'est pourquoi j'ai pris cette décision-là. Moi, François Lantier-Nadeau, mettons. Alors que, vous le savez, j'ai un penchant puis un instinct plus pour des compagnies bootstrapped que des compagnies VC-funded qui se financent au capital de risque. La raison pour laquelle j'ai décidé de me rapprocher d'un VC, puis je vais expliquer pourquoi ce VC-là spécifiquement, c'est parce que c'est important pour moi de ne pas critiquer, de ne pas tasser du revers de la main un paquet de compagnies qui se financent avec du capital de risque juste parce que moi, je ne l'ai pas fait. Certaines personnes que j'admire ne l'ont pas fait. À l'inverse, plus je fais ça se passe, plus il y a des personnes que j'admire avec des résultats de fou qu'eux, ils ont passé par cette track-là de se financer via du capital de risque. Fait que ce que je veux, c'est mieux comprendre comment ça se passe dans un fonds comme ça, la relation que les founders vont avoir avec les VC, les general managers, general partners. Je veux avoir les updates de tout ça. Je veux idéalement pouvoir peut-être jouer même un rôle d'aviseur pour certains founders ou startups avec lesquels ça va être un fit. Fait que je veux être proche de ça pour mieux comprendre ça. Autant les pour que les contre. Si moi, dans le futur, je pourrais faire une forme d'investissement ou d'aide au SaaS plus direct, je veux comprendre celle-là. Ne serait-ce que pour positionner la mienne aussi. Right? Fait que je suis très transparent par rapport à tout ça. C'est des choses que j'ai dit à Étienne. Puis par rapport à Étienne, ben, j'ai fait une vérification de diligence sur le gars avec des tierces parties très différentes qui ne se connaissent pas nécessairement. Puis tout est revenu stellar. Puis c'est un doute qui me semble assez balls to the wall, si je peux me permettre l'expression, puis all-in dans cette aventure-là. Il y a d'autres gens, tu sais, que je connais, d'autres compagnies qui croient, mettons, en lui, puis je me suis dit, c'est le genre de dude avec lequel je veux une relation, puis que je veux encourager. On va-tu être partners plus tard? Je sais pas, peut-être. Mais c'est un peu ça, mon thinking. Puis c'est pas pour faire un retour que je fais ça, c'est pour apprendre puis connecter. Fait que c'est ça. C'est ma rationale pour ce move-là que j'ai décidé de faire. Bien curieux de savoir ce que vous en pensez, mais it is what it is. C'est committed. Alright. Ceci étant dit, j'ai envie de parler de quelque chose d'un peu connexe, qui est la notion d'être un méta-connecteur. Ça se passe comme joueur dans l'écosystème, de par la nature médiatique et de réseautage un petit peu de la compagnie, ça lance des tentacules puis ça se connecte avec un paquet de parties différents, des employés, des VC, des founders, des fournisseurs de services, des produits, right? Puis ça m'est arrivé de façon naturelle et organique que du monde me demande d'être connecté avec des gens pour les avoir comme clients, pour travailler pour eux autres, pour investir dans eux autres. Puis ce que je fais tranquillement, c'est que je fais comme un MVP d'un produit ou service de connexion, je sais même pas comment appeler ça, où est-ce que j'écris des courriels vraiment détaillés puis le plus helpful possible pour, par exemple, une fondatrice qui cherche l'investissement pour sa prochaine round de financement. Puis je lui dis, voici telle personne, voici pourquoi tu devrais lui parler, voici telle autre personne, etc. Voici des ressources dans Ça se passe que moi, j'ai produit avec la team, puis telle personne compte telle histoire sur tel pod ou whatever. On a un événement qui s'en vient là-dessus, peu importe. Puis je bundle, je danse, vraiment danse une genre de valeur que j'envoie dans un courriel là-même. À date, il y a eu des bonnes réponses à ces choses-là. Puis évidemment que je fais pas des intros cowboy, puis YOLO, puis willy-nilly. Là, c'est vraiment important pour moi de dire ça. Genre, pour le monde qui veut que je fasse des intros, sachez que je fais tout le temps des double opt-in personnellement, ou presque tout le temps. Ou est-ce que une partie est intéressée à rencontrer une autre partie, parfait. Ou je pense qu'une partie devrait rencontrer B, mais je vais demander à A et B, est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez l'intérêt? Puis sinon, c'est pas grave. Les gens comprennent ça, puis c'est pas plus grave. Fait que comme ça, tu maximises tes chances que la connexion que tu fais ait la valeur pour les deux parties, puis que toi,
indirectement aussi, tu as généré de la valeur pour ces deux personnes-là. Fait que c'est un peu de même que je vois les intros. Fait quoi, il y a comme un Rolodex un peu informel qui est en train de se builder à travers mes Apple Notes, mes commentaires dans Missive, les emails dans Missive, Notion, genre le project management qu'on fait là-dedans. Fait que tu sais, on va-tu centraliser ça? On va-tu genre concrétiser ça puis vraiment l'utiliser? Je sais pas. Mais je vois qu'il y a un hint, un début de valeur, là, qu'il y a quelque chose là, d'intéressant. Je sais pas si ça va être quelque chose qui va juste être naturel dans ça se passe puis arriver de temps en temps ou être carrément concrétisé et commercialisé. OK. Les Pokémon. Qu'est-ce que je veux dire par Pokémon? Joël puis moi, la semaine passée, on s'est craqué une petite chasse aux Pokémon. Puis je m'explique. Tu sais, dans les Pokémon, je suis pas tant un gars de Pokémon, mais je pense que Joël a joué. Je pense que Joël aimait ça quand elle était plus jeune. Fait qu'elle connaissait un peu plus que moi. Mais grosso modo, les Pokémon, il y en a qui sont vraiment faciles à aller chercher. Avec une ou deux Pokéballs, je sais pas trop, là, je vais me chier dans mon analogie. Puis t'en as qui sont vraiment de plus en plus rares, puis quand ils évoluent, ils deviennent plus tough à aller chercher puis à attraper avec tes Pokéballs, puis whatever. Ben, grosso modo, on veut se faire une genre de liste de Pokémon un peu pour le podcast. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment ça qu'on shoot plus haut puis plus gros tout le temps. Pas au dépit ou en dépend... Ouais, c'est quoi le mot que je cherche? pas en tassant des invités qui sont peut-être plus early dans leur journey ou plus underground, pardon. Mais en allant chercher une diversité d'invités, dans tous les sens du terme, là, diversité, on le voit dans nos métriques, right? Il y a des gens dans un paquet de professions différentes, dans un paquet de grosseurs de compagnies différentes, dans un paquet d'industries différentes. Fait que genre, dans notre audience, dans le monde qui écoute, ça se passe, il y a des hints de diversité qu'on peut utiliser pour ramener dans la liste d'invités qu'on veut amener sur le pod. Évidemment que plus les personnes ont des grosses audiences, des histoires avec une grosse ampleur, c'est sûr que c'est bon pour nous. Là, on fait un produit médiatique. Là, on se mentira pas que ça augmente le reach, c'est bon pour nous, nos partners, etc. Fac, on commence à se builder une liste de Pokémon. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que on va essayer. On va en outreach. Puis il y en a là que j'ai sur ma liste, ça s'appelait pas ma liste de Pokémon avant, mais whatever, que ça fait 1 an que j'essaie de leur dire de venir sur le podcast, puis ils disent, soit ils répondent pas, puis ils ont pas le temps, pas l'intérêt. C'est correct, je respecte ça. Il y en a qui disent non, pas tout de suite. Il y en a qui disent non, j'aime pas ça parler en public. Puis c'est correct. Il faut que j'en essuie une couple de non, je pense. C'est juste normal. Puis si tu n'essayes pas d'aller chercher différentes personnes, ben, t'en auras jamais des non, puis t'auras jamais les oui que tu veux. Fait que, tout ça pour dire que s'il y a des rares Pokémon que vous voudriez vraiment que ça se passe à trappe, vous pouvez nous envoyer des suggestions. Que vous connaissez ces personnes-là ou pas, ça me dérange pas. Je suis pas en train de béguer pour des intros. Je vous dis juste, mettez les rares Pokémon qui pourraient faire des Christy de bonnes histoires, inspirées du monde, puis qui imposent un peu cette diversité-là dont on parlait. Mettez-les sur notre radar. That's it. Que ce soit en DM à Joe, en DM à moi, bonjour hi @saspace.com. Mais on veut up notre game puis être un peu plus intentionnel dans les guests qui viennent. C'est quelque chose que j'ai dit l'année passée, puis que j'ai fait un peu plus cette année, honnêtement. J'ai eu le non beaucoup plus facile. Puis d'ailleurs, je vais faire une parenthèse là-dessus. Là. Il y a des gens qui se pitchent ou qui pitchent quelqu'un d'autre pour venir sur le podcast, ça se passe. First of all, je suis flatté. Là. Je trouve ça juste débile d'avoir réussi à construire quelque chose qui a une certaine tribune et une certaine audience qui fait qu'il y a du monde qui vont être intéressés de venir partager des trucs sur cette tribune-là. Okay? Si je suis flatté, je vous remercie, je suis reconnaissant. Ceci étant dit, il y a juste 52 semaines dans l'année, puis on prend 2 semaines de pause. Fait qu'il y a juste 50 slots dans l'année, right? Il y a des affaires qui se planifient en plus. Il y en a qui se bookent beaucoup à l'avance. Puis enregistrer un podcast, le préparer, faire la prep avec le guest, enregistrer le pod, l'envoyer en post-prod, le promouvoir. Je l'avais dit dans l'autre recap, c'est genre un total de 20 d'heures, si c'est pas plus, par podcast. Fait il y a aussi une quantité limitée de temps que Joe puis moi puis les contractants peuvent passer sur un épisode de podcast, right? Dans l'année. Fait que si je dis non, on n'a pas le temps, on est déjà booké,
c'est ça la raison, right? Prenez pas ça nécessairement personnel. Puis, tu sais, peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, peut-être que je vais avoir plus de bandes passantes, peut-être que je vais en faire 2 par semaine, je sais pas. Ou il va y avoir un autre format de contenu, je sais pas. J'apprécie, mais ça se peut que je dise non. Au même titre que moi, je me fais dire non, je respecte ça. Par contre, il y a des manières de ne pas faire ça, se pitcher pour le podcast. Puis, sachez que si on n'a aucun lien, on n'a aucune relation en commun, on se connaît pas, on n'a pas travaillé ensemble, vous n'avez pas nécessairement consommé le contenu du podcast, vous savez pas je suis qui, vous savez pas ça se passe c'est quoi, mais vous avez vu un LinkedIn preview passer une fois, le follower count sur, je sais pas, LinkedIn, une couple de views sur YouTube, vous avez dit, ah, fuck it, on essaie d'aller sur ce podcast-là. Man, ça se passe, c'est pas genre une plateforme de promotion puis de publicité. Là. Ça se passe, c'est genre mon baby. C'est des conversations de cœur, de qualité qui m'intéressent moi puis qui intéressent ma crowd. C'est pas juste une plateforme de promotion. Puis c'était quand même important de faire un petit disclaimer là-dessus. Puis ça se peut straight up que juste je réponde jamais si j'ai le feeling que c'est un peu ça que vous êtes en train de faire. Puis je dis ça, honnêtement, en tout respect. Il n'y a pas de hang ou de whatever. C'est juste it is what it is. Puis c'est important pour moi de le dire. OK. L'année prochaine, on veut aussi améliorer l'utilisation des canaux existants qu'on a, mais dans lesquels on n'injecte pas nécessairement beaucoup de love et d'énergie, par faute juste de ressources et de priorisation. Fait que là, avec Joe qui arrive, avec le budget qui va augmenter aussi l'année prochaine, on va pouvoir mettre un peu plus de love et d'énergie dans certains canaux. Ceux qu'on a identifiés à date qui font du sens pour nous, pour différentes raisons, c'est YouTube, et puis Instagram. LinkedIn, on fait quand même une bonne job, on est bien présent, les impressions puis le follower count montent, ça va quand même bien. Fait qu'on veut continuer dans cette voie-là, mais il y a une nature ou un type de contenu qui peut vivre sur YouTube, que ce soit des shorts ou des capsules juste de moi ou de moi puis des partners, pardon. Il y a quelque chose qu'on peut mieux nourrir, je pense, ce canal-là. Puis Insta aussi, juste au niveau des stories, c'est un truc que Joe a commencé à faire rapido. Comme on a tellement de contenu, puis on a des cuts puis des previews, genre 4-5, je pense, par épisode, qu'on prend même pas le temps d'utiliser puis de promouvoir comme il faut. Fait que pour ceux qui m'ont écouté déjà parler de contenu marketing, par le passé, je disais souvent que genre tu veux au moins 50-50. 50% production de ton contenu, 50% promotion de ton contenu. Dans le cas de ça se passe, on a un gros volume de contenu, puis en ce moment, c'est pas ça. T'sais. C'est genre peut-être, je sais pas, 70-30, 70 promotion, 30% 70 production, 30% promotion. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut s'améliorer là-dessus. Puis il y a même d'autres podcasts keb là, qui font bien moins de contenu que ça se passe, ou même des fois du contenu moins cool que ça se passe. Sorry! Mais qui nail la game de promotion, genre vraiment mieux. Puis ça, je suis comme, c'est quelque chose qu'on va s'améliorer. Fait que je voulais le lancer là-dedans. Puis c'est vraiment juste une petite taquinerie, les amis. OK. Conférence communauté, on l'a croisé, c'est bon. On est rendu, mesdames et messieurs, au long terme, au très long terme. Puis je vais essayer de faire ça vite, parce que ça fait déjà longtemps que je vous parle. OK. La raison pour laquelle je veux construire des compagnies, surtout celle-là en ce moment, c'est parce que ça me permet de jouer à des infinite games, des jeux infinis. Puis là, avant que vous me disiez Simon Sinek ou je sais plus qui, moi, c'est pas ce livre-là que j'ai lu. Moi, j'ai lu Finite and Infinite Games de James P. Carr ou Carson, James Carr. En tout cas, on le mettra dans les show notes. Le genre de jeu auquel tu perds juste si tu arrêtes de jouer. Il n'y a pas nécessairement un gagnant, un perdant, des règles fixes, une durée limitée, puis un trophée. Le genre de jeu que gagner, puis ce que tu en retires, c'est juste de jouer puis de participer. Puis je trouve que construire des compagnies, ça fait bâtir des relations, ça te fait découvrir puis raconter une nouvelle histoire, tu crées des carrières, tu génères de la richesse, de la valeur, tu peux réinvestir ça dans ta communauté, que ce soit genre professionnel, comme j'essaie de faire que ça se passe, ou aussi personnel. Tu peux mieux supporter ton lifestyle, ton confort, mais aussi le lifestyle puis le confort des gens qui t'aiment. J'ai l'impression que dans ce jeu infini-là, d'essayer de construire des compagnies, surtout sur Internet, pour moi, il y a quelque chose de genre... Je me sens juste sur mon X là-dessus, puis je vais essayer de continuer de le faire. Fait que ces jeux infinis-là, c'est un peu là-dedans que je m'enligne. Puis pour faire ça, j'ai certains principes que je me suis notés. C'est des principes qui sont pas
comment dire, couler dans le béton, mais c'est des principes qui sont très importants pour moi. Puis je me suis dit que j'allais juste en envoyer, en barouetter un peu, en mitraille, pour que vous ayez une idée de comment je pense au genre de compagnie puis de choses que je veux construire dans la vie. Les profits, c'est de l'optionnalité, puis c'est un edge. Je veux prioriser ça. Ça, c'est un des principes. Sinon, j'ai un principe aussi au niveau de la bienveillance, qui est, idéalement, tu veux tirer le monde par en haut. Pour tirer le monde par en haut, des fois, il faut avoir des discussions difficiles, donner des critiques constructives puis tough. Mais ce que tu veux, c'est que les gens croient en même temps que la compagnie croit. Tu veux pas extraire de la valeur puis discarter des gens. Tu veux qu'il y ait une parallélisation de la croissance de ta compagnie puis des carrières dans ta compagnie. Ça, c'est important pour moi. Il y en a un que j'appelle l'excellence à petits pas. C'est con, mais je suis pas un gars de méga vitesse, méga intensité, méga compétitivité. Je suis pas de même, moi. Puis comme je m'assume là-dedans, puis la beauté de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est qu'il y a une diversité de manières de construire des compagnies puis de la valeur. Puis pour moi, l'excellence à petits pas, ça embody un peu mon désir de nailer des shit, d'être fucking bon, mais de le faire dans un rythme qui fit avec ma psychologie puis qui est plus sain, selon moi. Puis c'est quelque chose que je passe à mes employés, mes teammates aussi. En tout temps, travailler avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie et ou qu'on respecte, idéalement, ces trois-là, la vie est trop courte pour travailler avec du monde que tu aimes pas, apprécies pas puis respectes pas, selon moi, encore une fois. C'est important d'avoir du fun puis de se voir dans la vraie vie le plus possible. Il y a des connexions IRL, in real life, qui sont beaucoup plus nuancées puis profondes que les connexions virtuelles puis numériques qu'on peut se faire. Si on n'a pas de fun, il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'en est un autre principe que je bonifie de avoir du fun, ça veut pas dire qu'on peut pas faire des choses difficiles. Accomplir des choses difficiles ou qu'on pensait pas nécessairement réussir, c'est le fun aussi. OK, puis sinon, j'ai un triple tap que j'appelle des bons défis avec du bon monde dans une bonne industrie. Personnellement, je suis trop émotif pour être le genre de businessman calculateur qui va dire « OK, dans le lavage à pression d'automobile, il y a une niche sous-servie dans telle géographie. Si je nail mon PPC là-dessus, je vais être capable de genre avoir une marge de profit de malade, embaucher des locales étudiants puis tout ça. » Tu sais, il y a du monde là qui genre, ils vont être passionnés de juste la business, les mécaniques, les dynamiques de business qu'ils vont déployer dans une compagnie, mettons. Moi, c'est pas ça. Le lavage à pression d'automobile, j'en ai absolument rien à chier. Si le sujet puis le thème de la compagnie que je lance m'intéresse pas, ça marchera pas, man. Je me désintéresse, je me démotive trop facilement. C'est mon côté peut-être émotif ou plus genre passionnel, je sais pas trop comment dire. Ça fait genre... ça fait comme soap opera érotique, le mot passionnel. Bon, il commence à être tard, je dis n'importe quoi. Alright. Puis good people, puis good challenges, c'est juste ça. C'est genre, encore une fois, la vie est trop courte pour travailler avec du monde qui m'intéresse pas. OK. Fait que ça, c'est les principes que je veux roughly suivre pour construire les différentes compagnies. Je pourrais peut-être les mettre en show notes. J'ai un estifi de beau Fig Jam qui est encore un tantinet trop brouillon pour être publié, mais en tout cas, on verra. Les stratégies pour construire ces différentes compagnies-là, puis je vous expliquerai un peu ce que je veux dire par différentes compagnies. Un, l'essentiel, c'est les synergies. Entre les différents plays que tu déploies, les différentes compagnies que tu construis, il faut qu'il y ait des synergies, des vases communicants, soit dans ressources ou en embauche ou en finance ou en peu importe. Upsell, cross-sell, appelle ça comme tu veux. Ça, c'est vraiment important pour moi. Ça diminue le risque. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui est méga tolérant au risque. Idéalement, avoir plus qu'un produit et compagnie pour avoir une diversification qui te permet d'être un peu antifragile là, par rapport à le statut macroéconomique, ce qui se passe dans l'économie, les bad lucks que tu as, les black swans, whatever. Après ça, moi, je veux miser non seulement sur du logiciel et du numérique, mais aussi sur du IRL, in real life, en présentiel. Je trouve qu'il y a un niveau de connexion puis de relation que tu établis avec tes partners, tes clients, ton audience qui est juste méga plus fort. La communauté puis l'audience, c'est un moat, right? C'est une manière de distribuer de qualité. C'est un canal de distribution d'une qualité exceptionnelle qui est très, très, très dur à copier puis à hijacker. Une autre stratégie, be the only, not the best. Fait que soyez le seul, pas le meilleur.
Si tu embraces ce côté-là, c'est que tu n'es juste pas copiable. Il n'y a personne qui peut faire exactement ce que tu fais de la manière que toi, tu le fais. Je rentre pas plus là-dedans. J'en ai déjà parlé beaucoup. Je crois beaucoup aussi dans une stratégie qui est genre construire des choses qui sont plus faciles pour toi que la moyenne puis compétitionne sur ces choses-là. Je donne un exemple, tu sais, quand je lançais le pod, on avait un rythme de publication d'épisodes qui était assez grand, puis comme, il y a des gens qui me disaient, je sais pas comment tu fais, tu sais, pour avoir autant de conversations, puis d'en sortir autant, tu sais, la vélocité de publication, puis j'étais comme, ouais, mais pour moi, mettons, avoir une conversation de qualité avec ce genre d'invité-là, c'est relativement facile. Je veux pas dire que c'est facile, mais c'est beaucoup plus facile pour moi que pour la moyenne du monde. Fait que de compétitionner, mettons, sur ce côté-là pour l'audience building puis pour le marketing, ça faisait juste du sens pour François Lantier-Nadeau, mettons. Fait que c'est pas mal le côté là, vision plus long terme. Puis rapidement, je vais vous dire, mettons, le genre de compagnie qui m'intéresserait peut-être de fonder pour le futur. C'est pas une promesse, c'est pas un commitment que je fais. C'est juste pour vous donner une idée de où ma tête va quand je me mets dans 5 ans, 10 ans, mettons. La première idée, c'est une compagnie de production multimédia. Avoir notre propre studio. Aider peut-être d'autres IP, donc d'autres produits de contenu ou d'autres produits médiatiques similaires à ça se passe dans différentes niches, peut-être à lancer, à scaler, à monétiser, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Puis il y a des synergies, évidemment, là-dedans, avec ça se passe tout court. Mon autre grosse idée, c'est basically, là, genre, je vais pas le sugarcoater, c'est basically Tiny Seed, mais au Québec. Là. Fait que Tiny Seed, c'est un fonds d'investissement qui est aussi un accélérateur, mais pour des compagnies mostly bootstrapped. Fait que le play, c'est un petit peu de dire, ces gens-là veulent dérisquer un tantinet, lancer un SaaS, le chaos du début, genre pré-PMF, puis tout ça, ou même les risques après ça. Ils veulent dérisquer un petit peu ça, sans laisser aller partir la majorité de leur équité, en gardant beaucoup de gouvernance de leur côté. Fait que Tiny Seed font des chèques de, là, je pense, c'est genre entre 100 et 300 000. Puis ils prennent une quantité limitée d'équité, mais ils encadrent puis ils encouragent les founders dans un réseau et une communauté de feu, avec des mentors de feu. Fait que tout le monde se tire par le haut, puis il y a comme un time preference qui est pas trop hardcore sur les retours, right? Fait que je pense que Tiny Seed peuvent se payer soit via des dividendes de profit à double validé, ou carrément quand il y a des exits de ces SaaS-là. Puis, je sais pas, là, ils peuvent mettre des caps sur différents trucs. Mais écoute, c'est un modèle qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'en parle à droite, à gauche avec du monde. Fait que je me suis dit, fuck it, je vais juste en parler sur le podcast. Si le monde a de l'intérêt ou des idées par rapport à ça, juste DM ou hit me up. Très long terme, puis là, on est dans le plus philosophique, un peu plus visionnaire. J'aimerais ça peut-être qu'on lance une école. Une école pour apprendre aux gens à construire des compagnies sur Internet, à faire de l'argent grâce à Internet. Ça sonne crissement scammy puis porn-ish, là, mais genre, vous comprenez, je pense, ce que je veux dire. Comment builder des produits numériques, comment les commercialiser, comment construire des compagnies, tout ça. Mettons qu'on avait une école qui apprendrait ça. Je trouvais ça complètement insane. Puis c'est à moitié un rêve que j'ai volé à Georges. Georges Saad, il y avait un rêve similaire par rapport à une école d'entrepreneuriat. Il y a eu des modèles aussi qui ont été déployés, que ce soit au Québec ou ailleurs. Mettons, des écoles au niveau, je pense, plus de dev et tout ça. Il y a quelque chose là. L'idée est brouillon, l'idée est très loin, donc elle est pas claire. Mais il y a quelque chose là d'intéressant. Puis sinon, si tous les plays qu'on fait et la richesse qu'on génère, la valeur qu'on génère à travers ça vont bien, pouvoir créer un OBNL qui redonne dans une cause qui, moi, m'intéresse, puis moi, personnellement, me tient à cœur. Ça, j'aimerais ça. Ça serait un good feeling. Après ça, il y a des trucs un peu plus boring, des investissements un peu plus boring, comme de l'immobilier, par exemple. Puis sinon, un media holding, quelque chose d'un petit peu plus gros là, par rapport à la formule compagnie de production multimédia, mais aussi holding de différentes branches là-dedans. C'est juste des idées. Je me suis dit, fuck it, c'est le 100e épisode, j'y vais YOLO, puis je parle de tout ce qui me passe à travers la tête. On est pas mal rendu à closer ça. Je veux juste dire merci, là, comme merci à tout le monde qui m'ont donné du feedback, qui soit positif ou constructif. Merci au monde qui sont venus aux events, à tous les guests qui sont venus sur le pod, au monde qui ont sharé notre content, engage avec notre content, au monde qui sont venus aux retraites privées. Écoutez,
continuer, là, genre de participer puis d'engage, puis de me donner votre feedback. Vous n'avez pas idée à quel point ça feel good quand il y a un employé ou un fondateur en SaaS ou une fondatrice qui me DM ou qui me partage un témoignage genre « Hey, ce que tu as fait dans tel épisode ou pour tel event, ça a généré tel résultat ou ça m'a fait sentir de telle manière pour moi, puis merci. » là. Ce genre de truc-là, ça booste la motivation. Là. X10, on se les partage en interne sur Slack. Fait quoi, c'est un privilège, honnêtement, d'avoir cette job-là entouré du genre de monde comme vous autres. Fait que merci de me permettre de pouvoir faire ça. C'est fucking nice. Je vais finir avec mes shameless plugs. Puis là, attachez votre truc avec la broche, j'en ai une coupe. Si vous faites une des choses qui suivent, ça nous aide vraiment beaucoup. Genre plus que vous pensez. Fait que s'il vous plaît, faites minimum une des choses qui suivent. 1. Les reviews sur Apple Podcasts puis Spotify. Sur Apple Podcasts, tu peux écrire un review textuel aussi. Ceux-là, on va les feature carrément sur la page saspace.com/podcast. Puis sur Spotify, je pense que c'est des stars. Allez, s'il vous plaît, laissez un review si vous avez aimé le show, si le show vous a aidé. 2. Feedback et suggestions d'invités pour le podcast, a.k.a. les Pokémon rares. Vous pouvez me faire des intros si vous voulez ou juste m'en suggérer. J'ai expliqué plus tôt ça, on passe à l'autre. 3. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Instagram puis sur YouTube. Littéralement, linkedin.com, allez, ça se passe dans le search. Même chose sur YouTube, même chose sur Instagram. Suivez-nous là-dessus. Ça nous aide d'augmenter le follower count pour plusieurs raisons. Puis ça aide d'autres mondes à le trouver aussi, le content. OK. Je suis rendu à 4, je pense. Les jobs. Si vous voulez appliquer sur une job, prenez le temps d'aller voir ce qu'il y a sur le job board de Ça se passe. Si vous voulez embaucher pour une personne, une candidate en particulier, allez poster votre job, c'est gratuit. saspace.com/emploi avec un S. Les partners, j'en ai parlé plus tôt. Si vous pensez pouvoir, mettons, vous qualifier comme partner Ça se passe certifié, écrivez-moi François@saspace.com. La retraite pour fondateur, ça s'en vient. La prochaine est 18, 19, 20 octobre. On a quelques candidatures. Il reste de la place. saspace.com/retraite avec un S. Si vous êtes un founder entre 100 000 et 1 million de revenus annuels récurrents, prenez la peine de checker cette URL-là ou de m'écrire si vous avez des questions. Si vous connaissez les founders qui pourraient fitter pour ça, envoyez-les de notre côté. Finalement, le prochain événement Ça se passe aura lieu le jeudi 5 septembre à Montréal, chez Coveo Montréal. Vous avez juste à aller sur saspace.com, puis il y a une bannière mauve au top de la homepage. Vous pouvez cliquer là, ou sinon sur Eventbrite, vous cherchez Ça se passe. On a déjà vendu une coupe de billets, fait que par le temps que ça, notre podcast sort, il va peut-être en rester, mais allez-y, puis amenez du monde qui ne connaissent pas Ça se passe. Encore une fois, merci pour tout. Fait que signing off pour le 100e épisode. Je suis brûlé. Bye bye.